Bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, nous recevons Nikolai Petro, professeur à l'Université de Rhode Island, qui a également été assistant spécial pour la politique sur l'Union soviétique au sein du département d'État américain. Merci d'être venu parmi nous. Ravi d'être de nouveau, Ben. Nous voyons donc que la conférence de Munich sur la sécurité annuelle a commencé et que le thème en est la destruction de l'ordre international. Mon interprétation, cependant, est que cela fait plutôt référence à la transition désorganisée et, disons-le, destructrice vers un système multipolaire. Cela n'avait pas nécessairement besoin d'être aussi chaotique. Mais il semble également que les États-Unis et l'Europe évoluent dans des directions très différentes. La fracture au sein de cette alliance transatlantique est évidemment un thème central. Les Américains, semble-t-il, se montrent parfois peut-être trop pragmatiques et négligent certaines institutions traditionnelles afin de se positionner plus favorablement. Les Européens, quant à eux, semblent prisonniers de vœux pieux et d'un certain vide stratégique. Cela dit, à la conférence sur la sécurité, la multipolarité est désormais un thème clé. Et donc, l'effondrement de l'ordre d'après-guerre froide. Comment définiriez-vous alors la transition actuelle vers la multipolarité? Chaos. Chaos. Le mot que tu utilises, un vide de réflexion stratégique, oui, c'est une bonne façon de le voir. L'absence de stratégie dans une transition vers quelque chose que nous ne connaissons pas, et d'un point de vue européen, quelque chose que nous ne souhaitons pas forcément. Cette combinaison a conduit précisément au vide dont tu parles. Toi et moi ne sommes pas à la conférence sur la sécurité de Munich cette année. Mais je me demande s'il y aura des défenseurs de l'idée qu'un monde multipolaire pourrait être un monde plus sûr, s'il était abordé différemment. En d'autres termes, s'il était conçu de manière à ce que tous les participants reconnaissent et partagent les avantages de participer en tant qu'égaux dans un monde multipolaire. La principale différence entre l'ordre hégémonique, également appelé ordre fondé sur des règles, et un ordre multipolaire, me semble-t-il, est que ce dernier est plus démocratique. Il implique davantage de voix dans une véritable discussion sur les besoins des nations elles-mêmes et sur la manière dont elles peuvent à la fois contribuer à et bénéficier d'un nouvel arrangement multipolaire participatif. Le concept même de multipolarité suppose l'existence de multiples pôles d'intérêt. Ainsi, du point de vue des nations qui se considéraient au sommet de la hiérarchie internationale, cette transition est inconfortable. Même s'il n'était peut-être pas, comme dans le cas de l'Europe, tout en haut, ils suivaient néanmoins le chien de tête, pour ainsi dire. Et par conséquent, ils savaient où ils allaient, car le chien de tête, les États-Unis, les guidait dans cette direction. Alors maintenant que le chien de tête part on ne sait où, et qu'il cherche peut-être même à mordre son harnais pour se libérer du reste de la meute, eh bien le reste de la meute est un peu perdu, je dirais. Mais il serait bon pour eux de pouvoir au moins s'engager et peut-être écouter les voix qui s'élèvent de ce qu'on appelait autrefois le Sud global. Mais je pense que ce terme ne lui rend pas justice. Il vaut mieux parler de la majorité mondiale. Oui, eh bien, si tu écoutes certains des discours prononcés, notamment par Kaja Kallas, ainsi que par le chancelier allemand Merz, eh bien, de la part de Kallas, le message était plus ou moins que nous avons besoin d'ordre, sinon ce sera le chaos. Mais l'ordre ne peut plus ou moins être atteint qu'à travers les structures du passé. Cela signifie en gros restaurer le système que nous avions. Ainsi, les Européens doivent travailler à se reconnecter avec les États-Unis et collectivement, nous devrions être autorisés à dominer, c'est-à-dire l'Occident politique devrait dominer le système international.
De mon point de vue, cela semble être une faiblesse majeure pour les Européens. L'incapacité, je suppose, d'imaginer un monde post-hégémonique, un monde où l'Occident politique ne serait ni uni ni en position dominante. En d'autres termes, une réticence à accepter cette nouvelle répartition du pouvoir comme une réalité et à déterminer comment l'Europe peut trouver une nouvelle place. En effet, Merz a également employé le langage le plus agressif que l'on puisse attendre d'un chancelier allemand. Il a répété que l'armée allemande devait être la plus puissante d'Europe et que la guerre en Ukraine ne prendrait fin que lorsque la Russie serait épuisée économiquement et militairement. Et il a également soutenu que nous, c'est-à-dire les Allemands et les Européens, avons infligé à la Russie des pertes et des coûts sans précédent. C'est donc le nouveau langage de l'Allemagne, où l'on a essentiellement l'impression que l'Allemagne est désormais entrée en guerre contre la Russie. Et la défaite de la Russie serait censée ramener la stabilité et l'ordre. Cela ne semble pas tenir compte des nouvelles réalités. Non seulement de la nouvelle répartition internationale du pouvoir, mais aussi de l'évolution réelle de la guerre. Comment voyez-vous les mois à venir, alors que les États-Unis continuent de tracer leur propre voie et que la guerre en Ukraine, ou plutôt l'effondrement progressif de l'Ukraine, se poursuit? Comment les Européens vont-ils réagir face à ce nouveau système international? Ou comment le pourrait-il? Si Merz était un politicien ici, en Amérique, nous connaissons le scénario. Ce n'est pas la guerre de l'Allemagne, c'est la guerre de Merz. Et je pense que c'est effectivement le scénario que Donald Trump a utilisé avec succès contre Joe Biden en ce qui concerne ses aventures à l'étranger. Donc je soupçonne qu'il faudra quelque chose de similaire. Je veux dire, il ne manque pas de voix politiques en Allemagne et dans d'autres pays appelant à une nouvelle approche vis-à-vis de la Russie. Il y a une résistance de la part de l'élite en place qui a trop investi dans la politique actuelle. Ils ne peuvent pas se distancer des politiques menées jusqu'à présent sans nuire à leur propre réputation politique et à celle de leur parti. C'est possible, je ne sais pas à quel point c'est probable, mais c'est possible. Car il est logique de supposer que plus le ton du gouvernement allemand devient agressif, plus il sera contesté par d'autres intérêts en Allemagne. D'autres forces politiques se coaliseront contre lui. La difficulté est entièrement interne à l'Allemagne à ce stade. La grande coalition entre le SPD et la CDU, les sociodémocrates et les chrétiens-démocrates, avec les partis satellites qui les entourent, a dit au peuple allemand pendant si longtemps qu'il n'y avait pas d'alternative à eux, que le peuple allemand devra simplement se réveiller un jour et dire « Eh bien, en fait, il y a une alternative ». Dans le cas présent, à cet instant précis, c'est l'AfD, et c'est le plus grand parti. Ils doivent donc simplement surmonter la réticence psychologique à accepter ce qui est, en réalité, un véritable système bipartite. Un système avec l'establishment d'un côté et l'anti-establishment de l'autre, et réellement voter pour l'anti-establishment. Vous savez, on peut spéculer sans fin sur la proximité de ce basculement et dans quel pays la transition vers l'anti-establishment est plus avancée que dans d'autres. Il est raisonnable de parier que si la trajectoire actuelle de détérioration de la politique étrangère et de la politique économique de l'UPOR se poursuit, les électeurs réagiront de cette manière. Mais nous ne savons tout simplement pas quand. Eh bien, je réfléchissais. Je me demandais comment vous percevez ou ce que vous attendez des Américains à la conférence sur la sécurité de Munich. J'imagine que la conférence de l'an dernier a été fortement marquée par la présence de J.D. Vance
qui a profondément ébranlé les Européens en affirmant que leur principale menace ne venait pas de la Chine ou de la Russie, mais de l'intérieur. Cet autoritarisme rampant, ce qui a provoqué l'indignation des Européens. Mais vous savez, ce n'est pas comme si l'autoritarisme en Europe était resté stable. Il a, je pense, augmenté au fil des années. Je veux dire, si l'on remonte 20 ans en arrière, lorsque les Européens ont tenté d'adopter la Constitution européenne en 2005, à l'époque, seule la France et les Pays-Bas avaient organisé des référendums. Cela n'a pas abouti. Et la mentalité de l'UE a toujours été « eh bien, avançons coûte que coûte ». Ils ont donc reconditionné l'ensemble sous la forme du traité de Lisbonne, qui ne nécessitait aucun référendum en 2007. Pourtant, un pays, l'Irlande, a exigé un référendum. Et comme vous vous en souvenez, ils ont voté non, si bien qu'on les a forcés à revoter jusqu'à ce qu'ils votent oui. Cela a été perçu comme posant les bases d'une certaine forme d'autoritarisme. Depuis, bien sûr, nous avons vu la crise bancaire s'aggraver. D'abord en 2013 à Chypre, puis en Grèce, où des fermetures de banques ont été imposées en refusant la liquidité. Et bien sûr, maintenant, on avance encore d'une décennie. La situation est très différente, car le soutien politique au sein de la direction s'effondre. En France, la principale figure de l'opposition est Le Pen. En Allemagne, ils ont déjà criminalisé l'Alternative pour l'Allemagne, qui est désormais le parti le plus populaire du pays, et ils envisagent même de l'interdire. Les Roumains ont voté de la mauvaise manière. Everything et leur élection a été annulée sur la base d'allégations frauduleuses d'ingérence étrangère. L'UE pousse maintenant à la destitution d'Orbán en Hongrie. L'UE sanctionne même ses propres citoyens en leur refusant des fonds et des déplacements, les transformant en quelque sorte en otages. Et ces efforts pour continuer à centraliser le pouvoir, notamment en profitant de cette crise, relèvent d'un processus très autoritaire. On a le sentiment que ce n'est pas la dernière étape, que nous allons continuer sur cette voie. Ainsi, bien qu'ils aient été très condescendants envers Vance, les Européens, je ne pense pas que la perception de J.D. Vance aux États-Unis ait beaucoup changé. En fait, dès le mois de décembre, la nouvelle stratégie de sécurité américaine suggérait que les États-Unis devraient peut-être commencer à encourager l'opposition en Europe afin de se débarrasser de certains de ces dirigeants autoritaires. Pensez-vous qu'un scénario similaire pourrait se reproduire cette année? Ce sera intéressant de voir qui sera le chef de la délégation. Je ne sais pas. Et toi, la personne la plus haut placée à Munich sera... Non, je n'ai pas vu du côté américain, non. Donc ce sera intéressant de voir s'ils envoient une autre figure symbolique comme le vice-président ou une personnalité beaucoup plus junior. Oui, cela dira quelque chose. Et puis, si c'est une figure junior, ce ne sera sans doute pas tant une déclaration politique qu'une nouvelle sorte de vision, d'une certaine manière. Ce sera une réaffirmation des principes de la nouvelle stratégie de sécurité nationale que nous connaissons déjà. Ce à quoi je ne m'attends pas, et c'est curieux d'une certaine façon, ou du moins quelque chose qui mérite réflexion, la direction de l'Union européenne rejette la multipolarité. Elle rejette le principe consistant à envisager un avenir divers et multipolaire pour se tourner vers un passé hégémonique où elle connaissait son rôle. Les États-Unis, cependant, ne se projettent pas non plus vers l'avenir. Ils ne cherchent pas à jouer un nouveau rôle dans un monde multipolaire. Eux aussi regardent en arrière, tentant de rétablir leur hégémonie. Non pas en insistant sur leurs obligations envers leurs subordonnés, les États liés à eux sous diverses formes de dépendance, mais plutôt en suivant leur propre voie, en affirmant leur primauté et en exigeant l'obéissance des États avec lesquels ils sont liés économiquement et politiquement par des organisations fondées sur des traités.
C'est donc la véritable source de la friction, mais cela n'aide pas l'ordre mondial. Cela n'aide pas le monde à évoluer vers la multipolarité. Et il pourrait très bien arriver que les États-Unis et l'Europe trouvent un compromis pour retarder encore davantage et affaiblir la transition vers un monde multipolaire. Je considère cela comme plus probable qu'une réelle volonté de la part de cette administration américaine ou de toute administration future de réfléchir sérieusement aux avantages que les États-Unis pourraient tirer d'un monde multipolaire. Eh bien, j'allais dire que Marco Rubio y va, donc je suppose que la délégation est dirigée par Marco Rubio. Eh bien, il n'y aurait pas de... Enfin, je suppose oui. Mais... Eh bien, cela aurait pu être l'ambassadeur permanent des États-Unis auprès de l'OTAN. Mais non, Rubio est une figure plus expérimentée, plus prévisible, quelqu'un qui s'exprimera probablement moins sur les désaccords internes ou philosophiques qui existent entre l'Union européenne et les États-Unis, et davantage sur les questions de sécurité telles que les États-Unis les perçoivent. Du point de vue de Rubio, cela signifie la manière dont les Européens doivent aborder ces questions en aidant les États-Unis à les résoudre pour les Européens. Oui, c'est ça. Je pense qu'il semble que les États-Unis veulent essentiellement faire comprendre aux Européens que l'ancien ordre qu'ils souhaitent rétablir est révolu, qu'une nouvelle ère commence. Mais bien sûr, je pense que Marco Rubio présentera cela d'une manière plus, disons, diplomatique que peut-être J.D. Vance. Cependant, je ne pense pas que cela suffise aux Européens, car on a déjà entendu le chancelier Scholz dire qu'il faut réparer les liens transatlantiques, et en somme, revenir à la situation d'avant. Mais je pense, non, la stratégie de Trump, s'ils ne l'ont pas encore comprise, si les Européens ne l'ont pas encore comprise, je pense que d'autres nations l'ont probablement fait. La stratégie de Trump consiste à placer des alliés particulièrement dépendants, et c'est un point très important. Ces alliés que les Américains estiment totalement dépendants des États-Unis, devant un choix inévitable. Ce choix inévitable étant celui que les États-Unis leur permettront gracieusement d'avoir. Mais d'abord, ils souligneront toutes les raisons pour lesquelles les dirigeants européens doivent abandonner toute autre voie que celle tracée pour eux par les États-Unis. Et ce qui est intéressant, quand on regarde des exemples comme le Groenland et d'autres pays, ce sont les plaintes que l'Amérique a formulées à propos de l'Europe en matière de dépenses de défense et d'autres sujets. Les Européens vont dans ce sens par peur. Comme je l'ai dit, pour poursuivre l'analogie du traîneau à chien, ils ne s'intéressent qu'à suivre le derrière du meneur. Le reste du monde leur paraît trop effrayant pour qu'ils s'aventurent seuls. Ou pour, eh bien, maintenant nous voyons peut-être Merz, parfois Macron, mais surtout Merz, essayer de faire valoir qu'il est le nouveau chien de tête. Eh bien, franchement, je ne pense pas qu'il se soit écoulé assez de temps depuis la Seconde Guerre mondiale pour que la majorité des Européens se sentent entièrement à l'aise avec ce choix. Eh bien, je pense que les Européens sont trop divisés à bien des égards. Tout d'abord, en ce qui concerne la manière dont ils devraient traiter avec les États-Unis, car certains estiment que les Européens devraient simplement sacrifier davantage d'intérêts nationaux et s'incliner devant les États-Unis en espérant être récompensés. Et l'autre groupe d'Européens pense qu'il est nécessaire de diversifier leurs relations afin de ne pas être capturés par les États-Unis. En d'autres termes, si vous avez d'autres partenaires, les États-Unis n'auront pas autant d'influence sur les Européens. C'est une stratégie à long terme. À court terme,
Leur politique ardue est très similaire à celle du premier groupe. Mais c'est à mon avis la postérité de l'Amérique. Mais il s'agit aussi des attentes qu'ils ont, car certains supposent qu'à mesure que les États-Unis plient bagages et revoient leurs priorités quant à l'allocation de leurs ressources, désormais tournées vers l'hémisphère occidental et l'Asie, cela obligera les Européens à s'intégrer plus que jamais. Ils pensent, cette fois, nous allons enfin sortir du sous-sol de l'oncle Sam et nous tenir sur nos propres jambes. L'autre groupe, lui, estime que les États-Unis ont toujours joué le rôle d'apaisant. Donc si les États-Unis s'en vont, il n'y a aucune chance que les Européens s'entendent aussi bien. Je veux dire, tu viens de dire que les Allemands pensent qu'ils vont devenir les chefs de file en Europe. Ils vont construire la plus grande armée conventionnelle, ce que je pense aucun pays européen n'attend avec impatience. Pendant ce temps, les Français estiment qu'ils devraient probablement prendre la tête, tandis que les Britanniques se voient évidemment comme le partenaire junior des États-Unis. Un lien entre les États-Unis et les Européens. Donc, chacun a une vision différente de qui devrait diriger. Et encore une fois, c'est précisément ce que le pacificateur américain avait empêché ou supprimé. Mais la question, le point essentiel que vous avez soulevé, je pense, est que le deuxième groupe le croit. Le premier groupe reçoit un dirigeant et une idéologie auquel il n'a pas besoin de réfléchir, car ils lui sont fournis par le dirigeant des États-Unis. Le deuxième groupe défend une position alternative pour l'UOMR dans les affaires mondiales. Mais laquelle? Quelle est la vision de l'UOMR quant à son rôle dans le monde? Si c'est essentiellement un ordre libéral semblable à celui que, selon eux, les États-Unis dirigeaient autrefois, alors son seul véritable concurrent, encore une fois, ce sont les États-Unis. Ils ne se rendent donc pas service. Et je ne pense pas qu'il y ait un engagement suffisant, je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'engagement institutionnel au sein de l'UOMR en faveur d'une véritable présence mondiale et de la promotion d'un programme européen autonome ou indépendant. La position avec laquelle la direction actuelle de l'UMML s'est toujours sentie à l'aise consiste à fournir un peu de financement supplémentaire, un peu de soutien additionnel à la vision et à l'agenda des États-Unis dans le monde, mais sans prendre sa propre initiative, car cela impliquerait de débattre de ce que pourrait être la substance d'une vision du monde propre à lui. Il serait intéressant de spéculer sur ce à quoi une telle vision pourrait ressembler, car, en son cœur, compte tenu de la diversité au sein de l'UOPR, qui n'a pas d'équivalent aux États-Unis, la multipolarité devrait trouver un écho auprès de nombreux pays européens et être perçue comme une alternative identifiable à l'hégémonie. Du moins pour la direction politique actuelle de l'Union européenne, je pense qu'elle n'a pas la vision nécessaire pour établir une identité propre, distincte de celle des États-Unis. Et par conséquent, elle ne peut pas rivaliser. Ce n'est pas qu'elle manque de ressources, elle ne peut pas rivaliser parce qu'elle n'a aucune vision intellectuelle de son rôle dans l'avenir. C'est un problème bien plus profond pour l'UOM, un problème qui ne sera pas résolu tant qu'il n'y aura pas un changement radical dans la direction des institutions nationales et européennes. Je pense que c'est un excellent point. L'un des avantages pour les Européens d'être dirigés par Washington était qu'ils pouvaient externaliser la réflexion stratégique au lieu de proposer des idées concurrentes et de les résoudre. Quelle que soit la décision de Washington, elle était ensuite présentée dans le langage des valeurs libérales et démocratiques, ce qui contribuait à unifier et à créer un consensus. Le problème aujourd'hui, bien sûr, c'est qu'il n'y a plus de vision. Ils sont coincés dans une rhétorique creuse où tout ce qu'ils font est justifié par des valeurs. Et ils continuent de se rassurer
en se disant qu'ils sont les champions de ces idéaux libéraux et démocratiques. Mais la question se pose. Pensez-vous que l'Union européenne pourrait réellement se positionner comme un pôle autonome? Ou est-ce simplement que la politique de puissance ne fonctionne pas ainsi? Trop de divisions. Le problème, comme vous le dites, c'est qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'UMR sur le rôle qu'elle devrait jouer en matière de politique étrangère. La structure de la politique étrangère de l'UMR est encore en train de se consolider et elle entre parfois directement en concurrence avec la direction de la politique étrangère des États-nations. En ce sens, elle est bien plus fragmentée que par exemple le secteur financier, où le système bancaire est organisé sous l'autorité de la Banque centrale européenne, avec des limites budgétaires, etc. Il existe certes des moyens de contourner cela, et il y a toujours des exceptions. Mais malgré tout, la structure est en place. L'UPM, en matière de politique étrangère, doit encore s'appuyer sur la coopération des gouvernements nationaux. Et cela le rend extrêmement inefficace au final pour élaborer une grande stratégie, car il existe trop de diversité politique au sein de l'UMember. Je suis certain que les visionnaires d'une grande UPEBR, une UMember impériale, voudraient voir cela disparaître et insisteraient par exemple pour qu'il y ait une politique unifiée et donc plus énergique, capable de mobiliser les ressources des États individuels. Mais il ne sera jamais dans l'intérêt de ces États de céder ce type de pouvoir à des organisations centrales comme l'UMEVO. Le combat se joue donc sur deux niveaux, et il est très difficile de voir comment l'UMM pourrait le surmonter. Le premier niveau est institutionnel, où la bureaucratie de l'UMM n'a pas la force d'imposer sa volonté dans des domaines comme la politique étrangère ou même la politique de défense. Et à un autre niveau, il y a la simple question de la diversité politique au sein de l'UE et des États-nations. Ainsi, les États-nations, confrontés à la perspective d'une UE devenant plus intrusive et assumant davantage de fonctions, s'y opposeront également, retardant les perspectives, les affaiblissant peut-être, menant peut-être, comme certains le spéculent souvent, à un effritement de l'UE. Il n'est pas clair ce que l'avenir nous réserve. Mais encore une fois, si j'ai raison de penser qu'avec le temps, les forces aujourd'hui considérées comme anti-establishment deviendront majoritaires, cela s'accompagnera aussi d'un affaiblissement des institutions européennes et d'un renforcement des politiques nationales. Je pense que c'est un problème lié à l'Union européenne. Il y a trop de contradictions internes. D'un côté, on a l'impression que l'UE préfère les dirigeants nationaux faibles, car cela facilite la gouvernance depuis Bruxelles. Mais ces dirigeants faibles échouent ensuite à défendre les intérêts nationaux fondamentaux. Ainsi, on vide non seulement le pouvoir politique des États-nations, mais aussi leur force économique. Tout devient de plus en plus faible, et la stabilité n'est pas vraiment au rendez-vous. Dans une large mesure, beaucoup de projets de l'UMM Grammar reposent sur l'idée qu'il ne faut jamais gaspiller une bonne crise, car c'est à ce moment-là qu'on peut centraliser le pouvoir. En effet, cela faisait partie des critiques adressées à l'euro, car l'euro a été en quelque sorte conçu comme une maison à moitié construite. Autrement dit, si l'on impose un système monétaire, on ne peut pas vraiment le faire fonctionner sans une union budgétaire. Et on ne peut pas avoir d'union budgétaire sans union politique. Mais ils n'ont jamais obtenu le consentement pour une union politique, alors ils ont simplement mis en place la monnaie commune. Évidemment, des problèmes budgétaires allaient survenir, et il faudrait alors imposer une union budgétaire. Et pour cela, il faudrait instaurer une union politique. Donc, essentiellement et de manière assez prévisible, cela provoque des crises. Et dans ces crises, il y a une opportunité de centraliser le pouvoir. Mais le problème, c'est que
Oui, il y a un problème. Lorsqu'une crise éclate, cela montre que l'Union européenne pose problème et qu'elle affaiblit le continent. Cela sert ensuite de prétexte pour lui donner davantage de pouvoir. Il continue donc de dire « Nous avons besoin de plus d'Europe, même quand l'Europe échoue ». C'est une approche très étrange et contradictoire. Mais je suis content que vous ayez mentionné l'Ukraine, car c'était en quelque sorte ma prochaine question. Pensez-vous que l'Ukraine a renforcé ou affaibli la cohésion interne de l'Europe? Parce que d'un côté, la Russie, le grand méchant désormais, semble être le principal facteur d'unité, la raison pour laquelle 27 États membres peuvent avoir la même politique étrangère. De l'autre, cela a aussi accru les dépendances. Et bien sûr, tout ce concept d'une UE géopolitique était bien apparemment un désastre. Donc c'est très difficile. Je ne sais pas comment vous évaluez cela. Est-ce que cela va dans les deux sens? Je pense que cela tire dans des directions différentes selon les phases du conflit. Au tout début, il y a eu un effet de ralliement prévisible en Ukraine, ainsi qu'une réaction largement prévisible de l'Union européenne. Soutenir prudemment l'Ukraine, tout en observant les États-Unis pour voir quelle serait leur position. Et lorsque l'administration Biden a déclaré « Oui, nous y allons et vous pouvez y aller aussi », autorisant en quelque sorte l'UE à soutenir l'effort américain, nous avons alors eu un front commun et uni contre la Russie. Mais ce front uni s'attendait à une défaite rapide de la Russie. Donc maintenant, sans entrer dans les détails techniques de qui est en train de gagner à ce stade, la rhétorique a changé. Au minimum, nous pouvons tous constater que la rhétorique a changé. Et plus précisément, en revenant à l'Union européenne, celle-ci ne parle plus de victoire réelle pour l'Ukraine. Elle parle d'un cessez-le-feu qui préserve ce qu'il reste de l'Ukraine et définit désormais cela comme une victoire. La victoire ne consiste plus à repousser la Russie. Elle est désormais définie comme le fait de sauver ce qui peut l'être en Ukraine. Et c'est une énorme défaite pour l'Union européenne, si l'on regarde en arrière, ne serait-ce qu'il y a 4 ans, à ce que demandaient et défendaient les politiques initiales. Et bien sûr, une grande partie de cela provient du retrait perçu des États-Unis du conflit. Bien que, comme de nombreux analystes le soulignent, il se soit d'un côté retiré sur le plan rhétorique, mais continue de l'autre à fournir à l'Ukraine des renseignements essentiels et un soutien technique lorsque cela est nécessaire. Que ce soit pour parvenir réellement à un accord de paix ou pour prolonger le conflit, n'est à ce stade pas tout à fait clair. Ainsi, la stratégie de l'Union européenne revient encore une fois à ce dont nous avons parlé au début, une absence de stratégie, car la stratégie qu'elle avait adoptée au début du conflit a échoué et elle n'a pas d'alternative. Et à ce jour, il n'existe aucun plan de paix de l'UE, et apparemment aucun groupe au sein de toute la structure européenne n'est chargé d'en élaborer un. À la place, tout cela est confié à l'Ukraine, censée suivre sa propre ligne. Mais bien sûr, cette stratégie n'est viable que tant que l'UE n'a qu'à fournir des fonds. Et ces fonds d'ailleurs arrivent au compte-gouttes. Ce n'est pas une source de soutien fiable que l'UE offre à l'Ukraine. Au cours des 2 prochaines années, le montant déjà alloué, à savoir les 90 milliards d'euros de financement sur 2 ans, représente environ un quart de moins que ce que l'Ukraine estime nécessaire pour maintenir les fonctions essentielles de l'État et poursuivre la guerre à un niveau minimal. C'est tout. Donc la stratégie de l'UE consiste essentiellement à attendre. Attendre quoi?
Eh bien, on voit peut-être une partie de la réponse dans la nouvelle campagne médiatique que nous avons observée au cours des 2 derniers mois environ, inondant les grands journaux et médias occidentaux. L'attente, encore une fois, est que l'économie russe s'effondrera bientôt. Nous voyons simplement article après article qui, à la lecture, semblent avoir été écrits à partir du même scénario. Ils proviennent du même petit groupe de think tank et reposent sur des projections tirées de tendances passées, des tendances vieilles d'à peine 1 ou 2 mois à la fin de l'année et dont nous savons qu'elles sont saisonnières. Ainsi, tout analyste sérieux peut les examiner et dire qu'il y a toujours un ralentissement au 4e trimestre, puis une reprise au printemps. Il existe ces cycles dans la vie économique que tout économiste connaît. Mais le fait que nous présentions ces ralentissements cycliques comme menant à une ruine inévitable, sans jamais parler des mesures que le gouvernement russe a déjà prises avec succès par le passé, et qui commencent déjà à prendre maintenant pour les contrer, eh bien, c'est là le problème. Et deuxièmement, sans jamais réellement discuter de manière comparative de la façon dont les mêmes problèmes affectent l'économie ukrainienne, leurs propres problèmes, cela conduit à l'impression déformée que semble vouloir promouvoir l'U-Mailing. À savoir que si d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine, avec l'aide de l'UTOFEO, peut poursuivre cette guerre dévastatrice pendant encore au moins 1 an, disons 2 ans, compte tenu des dépenses budgétaires engagées jusqu'à présent par l'U-Mailing, alors cette fois, contrairement aux précédentes, l'économie russe s'effondrera réellement. Et ensuite, je ne sais pas exactement ce qui est censé se passer, mais d'une manière ou d'une autre, la Russie se retirera ou voudra faire d'importantes concessions, et cela pourra être présenté comme une défaite plus grande de la Russie que les conditions actuellement discutées. Et donc, encore une fois, l'U-Mailing dit à l'Ukraine, continuez à vous battre, continuez à mourir, nous paierons la plupart des factures. Alors, d'accord, nous bouclons la boucle. Nous revenons aux illusions et aux vides stratégiques des Européens. Autrement dit, continuer à se battre encore un peu et espérer que d'une manière ou d'une autre, la Russie s'effondrera d'elle-même sans... Il n'est pas évident de voir en quoi une crise économique pourrait réellement ressembler à une victoire. Je pense que, si nous sommes honnêtes, les Russes considèrent cela comme une menace existentielle et nous devrions reconsidérer certaines de ces hypothèses. Oui, la principale faiblesse de la série actuelle d'articles annonçant l'effondrement imminent de l'économie russe n'est pas que nous ayons déjà entendu cet argument, même si cela devrait servir d'avertissement à quiconque, mais qu'il n'y a en réalité aucune information nouvelle. Et les informations présentées sont extrêmement partiales. Toute économie connaît des hauts et des bas. L'économie est un organisme complexe, et lorsque l'une de ses parties s'affaiblit, d'autres aspects, en particulier des éléments comme les taux d'intérêt, les modèles de prêt, les partenaires commerciaux étrangers, interviennent pour rééquilibrer la structure. Ainsi, un véritable effondrement économique, quoi que cela puisse signifier, et il est révélateur que cela ne soit jamais défini, est presque impossible à concevoir dans le monde moderne. Curieusement, malgré toute la rhétorique que les dirigeants de l'U-Mailing tiennent parfois sur le fait que Poutine serait déraisonnable ou peu enclin à négocier, l'hypothèse qu'ils font quant à l'impact qu'un effondrement de l'économie russe aurait sur sa stratégie militaire repose en réalité sur la supposée rationalité de Poutine et de la direction russe. Ils affirment qu'une fois des coûts d'une telle ampleur imposés, un dirigeant raisonnable, vraisemblablement comme Poutine, décidera de se retirer. Il y a donc une certaine duplicité dans la manière dont les dirigeants européens perçoivent la direction russe. Et encore une fois,
des rapports persistants, provenant à la fois de sources russes et européennes, indiquent que la France et, par exemple, l'administration française, sinon Macron lui-même, auraient en fait pris contact et commencé à rétablir des relations politiques de haut niveau avec la direction russe. C'est donc une tendance qui se dessine, bien qu'elle ne soit pas discutée publiquement. Oui, eh bien, je pense que c'est un excellent point. Parier sur la raisonnabilité de Poutine, tout en avertissant en même temps qu'il n'y a aucune raison, est une autre contradiction qui émerge également maintenant. Le chancelier allemand faisait remarquer que Merz disait qu'il y a 2 ans, Orbán était allé à Moscou. Il n'avait pas de mandat, car le Premier ministre hongrois doit obtenir l'autorisation pour parler à Poutine, et il n'a rien obtenu. Alors, à quoi bon parler à la Russie ? C'était plus ou moins l'argument. Mais bien sûr, il a ajouté qu'en même temps, Macron cherche maintenant à établir des liens diplomatiques. Donc il n'y a pas de... Je pense que c'est un autre signe du vide stratégique. Il frappe dans toutes les directions et voit ce qu'il prend. Oui. Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos analyses à ce sujet. En résumé, les États-Unis cherchent à retrouver une position dominante dans le système international en rebattant les cartes, et les Européens courent dans tous les sens comme des poulets sans tête. Si je devais résumer en une phrase ce que je veux souligner, c'est que l'Union européenne et les États-Unis partagent beaucoup de choses en matière de vision politique, mais qu'elle est essentiellement tournée vers le passé. Cependant, ils ont des idées différentes sur ce à quoi ils essayent de revenir, et cela va mener à des conflits, même si cette vision est rétrograde, ce qui n'est pas une bonne chose dans un cas comme dans l'autre. En revanche, la vision multipolaire promue par les pays des BRICS, en particulier la Russie, est tournée vers l'avenir. Elle cherche une alternative à ce qui existait auparavant. Et je pense que cela la rend finalement plus prometteuse, parce qu'elle est plus porteuse d'espoir. Mais encore une fois, il y a là une contradiction. Je ne pense pas qu'il soit possible pour les Européens d'envisager un système multipolaire dans le cadre des BRICS, car ils continuent de regarder en arrière. J'ai même suggéré que peut-être les Européens et les Américains devraient envisager de rejoindre les BRICS. Mais cela a été interprété comme « rejoignons le pacte de Varsovie », vous voyez, parce qu'ils perçoivent cela comme un bloc contre un autre. Donc, en revenant à la guerre froide, j'ai essayé de faire comprendre que les BRICS ne constituent pas un bloc. Les Émirats arabes unis et l'Iran ne sont pas dans un bloc. L'Inde et la Chine ne sont pas dans un bloc. Ce n'est pas le but. Mais encore une fois, ils continuent de regarder en arrière. Ils continuent de chercher quelqu'un pour les discipliner. Et le monde des BRICS, le monde multipolaire, est moins discipliné à bien des égards, mais d'une certaine manière, il est plus simple. Il sera diplomatiquement plus facile de parvenir à des accords, car les questions liées aux valeurs, les questions axiologiques, les questions de savoir ce qui vous donne le droit d'avoir le type de gouvernement que vous avez, sont écartées dans le contexte des BRICS, dans un contexte multipolaire. Et ce sont les pijlers de conflit au monde actuel. Eh bien, encore une fois, merci de m'avoir permis de profiter de ton expertise et passe un excellent week-end. Merci à vous aussi.